Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2. Dans une précédente vidéo, j'ai fait allusion à quelque chose qui semble assez intéressant, sur lequel je vais revenir de façon très succincte. Je ne vais pas faire dans le détail, mais c'est juste pour remettre un petit peu, on va dire, les points sur les i, les barres sur les t. Comme vous l'avez vu dans le titre, le grand remplacement. Alors, qu'est-ce que le grand remplacement dont on entend assez souvent comme étant une idée d'extrême droite, mais en réalité, de quoi ça parle, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Eh bien, nous allons tout simplement prendre Wikipédia. Et que Wikipédia nous dit, le grand remplacement est une théorie conspirationniste d'extrême droite popularisée par l'écrivain Renaud Camus, généralement présenté comme son inventeur. Il énonce sa thèse dans le livre L'abécédaire de l'innocence, publié en 2010, et en fait le titre d'un autre ouvrage qu'il publie en 2011. Cette théorie est très populaire dans les mouvements identitaires de l'extrême droite. D'après cette vision, les Français de souche seraient évincés démographiquement, je vais y arriver, par des peuples non européens, principalement issus des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, suivant un processus d'immigration de peuplement avec la bénédiction d'un pouvoir remplaciste. La rédaction numérique de RTL résume sa théorie. Les Noirs et les Arabes vont remplacer les Français de souche. Ils veulent saper la civilisation française. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte, mais les élites nient cette réalité. Entre autres éléments, Renaud Camus appelle ça aussi son concept de remplacisme global. Il dit avoir choisi les termes de grand remplacement en référence à une citation de Bertolt Brecht, selon laquelle, puisque le peuple ne peut pas changer le gouvernement, le plus simple pour le gouvernement est de changer le peuple. Ce phénomène trouverait un soutien dans les politiques d'immigration nationale et européenne. Il s'agirait d'un processus résultant d'une politique plus ou moins délibérée de la part d'élites souhaitant disposer d'un homme remplaçable, pion sur un échiquier délocalisable à merci. Après qu'une eurodéputée italienne d'origine zaïroise, Cécile Kyenge, ait été nommée co-rapporteuse sur un dossier concernant l'immigration dans l'Union européenne, Renaud Camus déclare que cette désignation montre que le Parlement européen nous haït, nous les indigènes de ce continent, qu'il veut notre mort ou notre asservissement. Pour Conspiracy Watch, le grand remplacement de Renaud Camus est la théorie que le peuple français serait peu à peu remplacé par d'autres peuples porteurs de culture inassimilable, je vais y arriver. Ce phénomène aboutirait d'ici peu à la destruction de l'identité française. Pendant ce temps, nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques feraient tout pour accélérer ce processus qui prendrait place dans un plan plus vaste, une sorte de complot mondialiste destiné à saper les bases de notre civilisation. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur Wikipédia pour voir un petit peu tous les contextes, les influences, les relations, les inspirations que ont amené Renaud Camus à établir ce grand remplacement. Le fait est, c'est que si en effet, dans le fond, on peut trouver des éléments qui ressemblent plutôt à des arguments assez souverainistes, nationalistes, etc., ce qui dérange évidemment le plus dans ce fameux grand remplacement, c'est la théorisation de ces populations extra de la population et de la culture autochtone qui, petit à petit, au fil des décennies, voire même des siècles, finissent par supplanter la civilisation ou la culture d'origine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une balance, il y a une bascule. Et force est de constater que si on prenait véritablement les chiffres de la présence de l'immigration dans les pays européens, je parle d'immigration extra-européenne, force est de constater qu'en effet, on pourrait éventuellement trouver un certain crédit à cette théorie du grand remplacement, tant évidemment nous avons aujourd'hui en Europe une population issue du Maghreb, issue d'Afrique, Afrique subsaharienne, pour dire Afrique noire, subsaharienne étant la terminologie, on va dire, politiquement correcte, pour ne pas dire Afrique noire, parce qu'Afrique noire, c'est pas bien aujourd'hui de dire ça.
oui, force est de constater que nous avons déjà des exemples dans l'histoire de grands remplacements. Donc, ce n'est pas qu'une théorie. Le problème, c'est que cette théorie cible en effet des populations où le risque à terme est qu'en effet, leur évolution démographique dans les pays européens finisse par poser la question d'une légitimité par la proportion. Alors, évidemment, le sujet est extrêmement tabou, le sujet est extrêmement délicat. Pourquoi ? Parce que si l'on prend l'ensemble des populations du Maghreb et d'Afrique noire en Europe, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes, sans exception, liées à cette volonté de grand remplacement. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous savons que dans les communautés, que ce soit les communautés issues du Maghreb ou d'Afrique noire, nous avons une diversité d'individus, des individus qui sont très bien assimilés, très bien intégrés à la société française. On peut dire même que ce sont des individus qui, d'une génération à une autre, se sont occidentalisés et ont exactement, je dirais, les mêmes caractères, les mêmes visions, les mêmes convictions que n'importe quel autre Européen blanc, entre guillemets, tout comme, oui, de l'autre côté, à l'inverse, nous avons des populations dans ces communautés qui ne sont pas intégrées, ne sont pas assimilées, et je dirais même défendent et veulent imposer leur culture, leurs traditions, leurs mœurs dans nos sociétés, qui sont société occidentale et société qui dit progressiste, c'est-à-dire avec une évolution des mœurs, une évolution des considérations, une évolution des égalités des individus dans la société, dans le système, dans la hiérarchie même de la société. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, il est très compliqué, très difficile de faire de la statistique, puisque, évidemment, plus particulièrement en France, la statistique ethnique est interdite. Alors, c'est pour ça que je vais vous donner quelques exemples de phénomènes de grands remplacements qui se sont pourtant déjà produits dans l'histoire, et dont d'ailleurs ont inspiré un certain nombre d'auteurs, dont un en particulier, mais là-dessus je vais y revenir. Vous avez des exemples de civilisations qui ont disparu. Qui ont disparu pourquoi ? Pour différentes raisons. Mais une des raisons, c'est à un moment donné, c'est en effet l'assimilation. L'assimilation, ou je dirais le métissage. À partir du moment où l'être humain s'est sédentarisé, il a commencé à développer sa propre culture, son propre langage, ses propres modèles de société, ses propres mœurs, ses propres traditions, sa propre culture, voire même sa propre religion. Or, les populations sédentaires ont permis aussi d'avoir des échanges entre elles, grâce, en partie évidemment, des populations qui étaient encore nomades. La circulation de ces populations nomades ont permis l'échange, le partage, la communication entre différentes populations sédentaires et élargir à la fois les transferts de culture, les transferts de tradition, permettre aussi à des populations sédentaires de prendre des intérêts, des opportunités de la part des autres peuples sédentaires, et c'est ainsi que, au fil du temps, se sont forgés des royaumes, se sont forgés des empires. Et même si certains d'entre eux, parfois se sont rencontrés, se sont trouvés des intérêts communs, etc., malheureusement, l'évolution de l'histoire ont fait que ça a été à la fois des moments de paix et des moments de guerre. Et les moments de guerre, eh bien forcément, il y a des vainqueurs et des vaincus. Et dans le processus des vainqueurs et vaincus, eh bien, on a également cette diversité de phénomènes. Vous avez le vainqueur qui impose sa structure, sa logique, sa culture, sa tradition, sa religion au peuple vaincu, comme il est aussi arrivé que le peuple vaincu ait une certaine évolution plus élevée sur le plan culturel, sur le plan philosophique, sur le plan architectural, sur le plan religieux, et finalement, même en étant vaincu, a apporté certaines influences à la population, ou du moins aux entités vainqueurs. Donc, on voit donc qu'il y a une multitude de scénarios divers qui se sont produits dans l'histoire. Mais parmi ces scénarios, eh bien, il y a eu en effet des moments où des civilisations, ou des populations, ou des cultures ont fini par disparaître. Disparaître par quoi ? Tout simplement par un remplacement. Premier exemple. Vous avez des Romains qui ont réussi à en conquérir l'Europe jusque
au sud de la Grande-Bretagne. Or, au moment de la chute de l'Empire romain, certains Romains qui étaient encore sur le territoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, certains d'entre eux sont partis d'Angleterre et sont retournés dans leur foyer. D'autres, qui étaient déracinés, d'autres qui n'avaient plus d'intérêt de revenir là d'où ils venaient, sont restés. Et ils sont restés en finalement, avec le temps, créer une sorte de métissage avec les populations autochtones. Et de ces populations autochtones et de ces Romains, eh bien, il y a un moment donné où l'un et l'autre ont fini par se combiner, par se métisser, tirer profit des technologies, des sciences que les Romains avaient amenées en Grande-Bretagne, et pour les autres, adopter des cultures religieuses, des cultures de mœurs, de traditions, de la part des autochtones qui étaient présents. Donc là, on a un juste équilibre qui a donné naissance à des populations qui par la suite se sont constituées en royaumes, en entités, en cultures, mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné aussi, sur la grande île de Grande-Bretagne, eh bien, on a fait aussi des guerres entre les différentes entités présentes pendant des siècles, que ce soit entre les Anglos, entre les Anglois, entre les Écossais, et puis il y avait d'autres entités également en question, et évidemment l'arrivée des Nordiques, l'arrivée des Vikings, qui eux aussi ont apporté aussi des modifications, ont apporté des éléments culturels dans la grande île, tout comme les Nordiques ont été à un moment donné aussi influencés par le christianisme, par l'évangélisation de certaines peuplades nordiques. Un autre exemple, ce qui s'est passé en Amérique latine. Aujourd'hui, qui sont les natifs? Les natifs de certains pays d'Amérique latine, si ce n'est les descendants des peuplades qu'on connaît sous le nom d'Inca, de Toltec, je ne sais plus d'autres autres peuplades de ce qu'on appelle les cultures précolombiennes, je vais y arriver. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ces pays d'Amérique latine, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez finalement deux cultures, mais deux cultures dont une, à la source, était minoritaire, et qui, au fil des siècles, a fini par supplanter la culture d'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de natifs précolombiens, qui préservent la culture, préservent la civilisation de ce qu'ils ont été, et deviennent de plus en plus supplantés par ce que l'on appelle les hispaniques, les descendants hispaniques. Alors c'est à la fois des descendants d'Espagne, comme aussi des descendants de métis, c'est-à-dire d'Espagnols qui se sont combinés avec des peuplades autochtones, et ce qui amène qu'il y a une confrontation culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays hispaniques, il y a une culture hispanique, judéo-chrétienne, chrétienne pour catholique, pour beaucoup, qui supplante finalement la culture d'origine. Et cette culture d'origine, aujourd'hui, elle devient, je dirais pas anecdotique, mais elle devient finalement reléguée au livre d'histoire, puisque dans leur vivant, eh bien, les natifs aujourd'hui sont plus ou moins considérés dans certains pays comme des citoyens de seconde zone. Même, je dirais, si morphologiquement certains ont des morphologies très clairement issus des peuplades ou des civilisations précolombiennes, il n'en reste pas moins qu'ils se considèrent comme étant des populations issues des cultures de souche de ces pays et qui ne veulent plus se sentir obligés de perpétuer leurs origines, leurs racines. Autre exemple, aux États-Unis, regardez les natifs, regardez les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens, les Amérindiens plus précisément. Pareil, ils ont été supplantés au fur et à mesure. Même si à l'origine, leur population n'était pas énorme, mais très disséminée, la raison pour laquelle finalement ils ont fini par disparaître en tant que peuplade d'origine à préserver leurs influences et à préserver leur légitimité sur le territoire américain, c'est tout simplement parce que
ils n'étaient pas structurés, c'était une multitude de tribus à travers le pays, et du fait de ne pas être structurés, eh bien, ils ont très vite été désorganisés, ils ont été très vite anéantis, on va dire, dans leur possibilité, leur capacité de pouvoir exister ou coexister avec le colon, avec l'arrivant. L'arrivant, lui, il a été conquérant. Il a été conquérant même à tous les niveaux, puisque, je rappelle, un certain nombre d'États du sud-ouest américain sont des États à l'origine mexicaine. C'est-à-dire c'était des États à l'origine hispanique. Or, les Américains, après la guerre civile, ont décidé de s'étendre, mais alors attention, de s'étendre d'une certaine façon. C'est-à-dire que, en effet, ils ont fait des guerres contre le Mexique, c'est ce qu'on appelle les guerres mexico-américaines. Dans d'autres termes, de par la déstabilisation, de par la désorganisation de certaines périodes des gouvernements mexicains, il y a certaines régions qui ont déclaré leur autonomie, leur indépendance. Or, pour se protéger d'une reconquête mexicaine, eh bien, ils ont signé souvent des accords avec les Américains. Et les Américains, eux, évidemment, ils ont dit « Ok, nous vous assurons protection, en revanche, vous entrez dans l'Union ». Et c'est comme ça que vous avez des États, tels que le Texas, le Nouveau-Mexique, la Californie, l'Arizona, qui sont rentrés dans le giron des États-Unis d'Amérique, dans l'Union, alors qu'à l'origine, c'était des États, des républiques même, indépendantes. La Californie était une république indépendante. Elle était beaucoup plus vaste que ce qu'elle est aujourd'hui. Et résultat, que sont devenus nos natifs, que sont devenus nos Amérindiens? Ben, les Amérindiens, il y a un moment donné, on s'est quand même dit, bon, on ne va pas faire la politique du génocide, on va quand même leur donner une reconnaissance. Mais, sauf que le problème, c'est qu'il est trop tard. Il est trop tard parce que, ben, aujourd'hui, les Amérindiens, dans peut-être un siècle ou deux, eh bien, auront peut-être définitivement disparu. Alors attention, quand je dis disparu, je parle de la culture. C'est-à-dire que la culture sera anecdotique, la culture sera préservée, elle sera un héritage, mais elle ne constituera plus un maillon essentiel d'une hiérarchisation de la société, de la communauté, dans les réserves, telles qu'on les appelle, indiennes. Pour vous donner un petit exemple, anecdotique, mais personnel, j'ai travaillé avec un jeune homme qui est d'origine amérindienne. Sauf que, il s'appelle Eric, et il ne voulait pas être considéré comme un descendant ou ayant des racines amérindiennes. Il ne reniait pas ses origines, mais il voulait être considéré comme un Américain. Il ne voulait plus entendre parler de tradition, il ne voulait plus entendre de mœurs, et il s'était complètement isolé de toutes ces racines qu'il avait avec ses origines amérindiennes. Et il se considérait comme américain, et non plus comme amérindien ou américain d'origine amérindienne. Il voulait être considéré comme américain, c'est-à-dire que là, il était totalement assimilé à la société américaine, occidentale, ultralibérale et tout ce que vous voulez. Mais tout ce qui était tradition de ses grands-parents, arrière-grands-parents, de son histoire, etc., il ne voulait plus en entendre parler. C'est comme ça qu'un certain nombre de civilisations ont aussi fini par disparaître. C'est-à-dire, finalement, l'assimilation d'une population dans une culture, alors culture étrangère, ou une culture voisine, ou une culture conquérante, est fini par disparaître, si ce n'est peut-être laisser des traces écrites, des traces parlées. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, en archéologie, vous avez encore beaucoup de civilisations, vous avez encore beaucoup de cultures qui nous sont un peu étrangères parce que nous n'avons quasiment pas de traces. Il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de récits écrits, si ce n'est quelques briefs que l'on peut trouver dans des documents, dans des livres, dans des contes, dans des histoires, voire même chez les philosophes grecs, par exemple, qui nous ont relaté la fameuse Atlantide. Mais aujourd'hui, Atlantide, on ne sait pas véritablement si ce qu'on a pu éventuellement établir en fait pour déterminer quelle Atlantide se trouvait à tel ou tel ou tel ou tel endroit,
Mais ça reste relativement flou. Il n'y a pas d'exactitude, il n'y a pas de preuve flagrante que l'Atlantide se trouve à tel endroit, suivant les textes, etc. Puisqu'il y a des fois des textes qui sont un petit peu contradictoires. Évidemment, tout dépend des connaissances, des sciences de l'époque que pouvaient détenir éventuellement ceux qui ont écrit ou qui ont relayé ou réécrit ces histoires. Je vous donnerai un autre exemple, qui est un exemple plus présent aujourd'hui. Et je reviens aux États-Unis. Le Nouveau-Mexique, par exemple. Le Nouveau-Mexique, c'est un État qui est coincé entre le Texas et l'Arizona. La plupart des États qui sont au sud-ouest sont la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et le Texas. Et tous ces États ont un point commun. Ils sont frontaliers avec le Mexique. Et donc, ils sont en première ligne sur l'émigration mexicaine, entre autres l'émigration d'autres pays, évidemment hispaniques, mais majoritairement, dans ces États, c'est une émigration mexicaine. Et au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, il y a 70, 80 ans, l'émigration hispanique s'est installée, elle s'est assimilée sans problème, puisque de toute façon, que ce soit les Américains ou la culture mexicaine, même si les Américains sont issus d'une origine, culture anglo-saxonne, même si certains se défendent de ne pas être anglo-saxons, plutôt une culture spécifique américaine, plus ou moins oui, puisque la société ou la culture américaine est en fait un métissage de différentes cultures, différentes origines issues des différentes communautés qui sont arrivées au fil des siècles sur le nouveau continent. Alors que les Mexicains sont clairement une culture très ancrée dans des origines hispaniques, et donc chrétiennes. Donc l'assimilation à la société américaine, même s'il y a quelques différences, n'en reste pas moins plus aisée et plus facile et plus pratique. Si vous voulez, il n'y a pas de grosse différence culturelle notoire. Et donc ces hispaniques qui sont arrivés dans ces États, se sont installés, ont eu des enfants. Les enfants sont américains, eux-mêmes éduqués, d'un côté par l'éducation américaine pour évidemment être intégrés à la société américaine, mais également par leur famille, préserver les origines mexicaines, les origines hispaniques. Eux-mêmes vont avoir des enfants qui eux-mêmes vont transmettre à la fois une capacité à s'adapter, à s'assimiler à la société américaine, tout en conservant et en gardant la fierté des origines et la langue hispanique. Et nous en arrivons aujourd'hui au Nouveau-Mexique, qui est l'État aujourd'hui où il y a le plus de gens parlant espagnol que l'anglais. C'est-à-dire que les anglophones ont été supplantés par les hispaniques, par l'espagnol dans cet État. Alors attention, là je vous parle de la langue, mais la langue avec la culture qui s'assimile, qui est liée. Mais comme je vous l'ai dit, comme il y a une certaine compatibilité entre les deux cultures, ça ne fait pas un choc culturel proprement parlé. Ça ne fait juste que poser la question qu'il y a en effet un grand remplacement dans l'État du Nouveau-Mexique d'une population américaine mais d'origine hispanique que d'une population d'origine, allez on va dire, blanche, hein, de façon globale, puisque c'est une population qui a des origines à la fois anglaises, irlandaises, italiennes, russes, ukrainiennes, françaises, ou ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on dit blanc, c'est plus simple aux États-Unis. Et donc cette population, là, il y a un grand remplacement. Mais comme je le dis, attention, je précise bien, pour ce qui se passe dans le Nouveau-Mexique, il n'y a pas de choc culturel. Maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Regardez le Liban. Le Liban, en 1938, 72% de la population du Liban était chrétienne. Aujourd'hui, les chrétiens ne représentent plus que 40 ou 42% de la population. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avant 1938, le Liban, c'était un pays qui avait reçu plus ou moins des apports culturels extrêmement influencés par l'Occident, du fait de sa position géographique, de par les différentes croisades. C'était un pôle très important, c'était un pôle stratégique pour pouvoir descendre sur la région
plus ou moins convoitée, qui était la région évidemment de Jérusalem, la Terre Sainte. Et donc le Liban, au fil de l'histoire, s'est énormément emprunté d'une multitude de cultures, d'une multitude d'influences civilisationnelles qui ont forgé finalement cette particularité qu'avait le Liban d'être à la fois le pays culturel aux croisées des cultures européennes et du Moyen-Orient. Avantage, c'est que ça pouvait générer une certaine stabilité. Or, cette stabilité, cet équilibre qu'il y avait au Liban, était complètement déstabilisé. Déstabilisé par quoi ? Tout simplement parce qu'en 1947, avènement de l'État d'Israël, exode de population palestinienne vers le Liban, et une guerre de 10 ans pour des idées dont je vous laisse exploiter les raisons et les causes qui amènent aujourd'hui à ce que le Liban aujourd'hui culturellement est majoritairement musulman que chrétien. Donc là, on a bien un remplacement par la démographie d'une population par une autre. Population chrétienne qui s'amoindrit tout simplement parce que, à cause de la guerre du Liban, beaucoup d'entre eux sont partis à l'étranger, partis vivre à l'étranger, ne sont jamais revenus. Et le fait que, en effet, l'exode palestinien, le Palestinien qui s'installe avec sa culture, sa tradition, ses idéologies politiques aussi. Donc à partir de là, vous avez un exemple de grand remplacement. Autre exemple, regardez le Tibet. Le Tibet a été annexé par la Chine. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement, c'est que si en effet, la population pauvre, les serfs, comme on les appelait, du Tibet, car je rappelle, le Tibet fonctionnait avant sur un modèle féodal, avec les moines. L'arrivée des Chinois a fait qu'ils ont imposé évidemment leur administration, leur société, leur système. Et de ce fait, beaucoup de Tibétains étaient contents de voir une société moderne s'installer au Tibet. Sauf que, le problème, c'est que les Chinois se sont octroyés petit à petit les hautes fonctions, les fonctions notables dans le Tibet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Tibétain a de moins en moins de chances de pouvoir accéder à des métiers notables, puisque ces métiers sont préservés ou réservés aux Chinois. Et donc, vous avez un remplacement culturel par le haut, qui de toute façon a pour but de finir par remplacer la culture tibétaine par la culture chinoise. Ça ne veut pas dire que les Tibétains vont être éliminés, génocidés, etc. Non, c'est qu'avec le temps, on va obliger le Tibétain à tout simplement se convertir au modèle de société chinoise et d'abandonner la préservation, la conservation de la culture, de la tradition, de la société ou de la culture tibétaine. Donc, le grand remplacement de M. Renaud, Camus, est-ce que c'est de la fabulation ? La question elle est posée. Et comme je vous l'ai dit, le problème c'est qu'en France, nous n'avons pas le droit de faire des statistiques ethniques. Et de ce fait, est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que la France, à terme, voit une bascule de population en proportion à l'avantage de la population musulmane, voire afro-africaine ? C'est une question qui se pose. Je rappelle, pour la petite anecdote, une des raisons pour laquelle la Turquie est un pays qu'on a voulu intégrer à l'Union européenne dans un intérêt, mais que certains s'y sont opposés parce que ça allait poser à un moment donné un problème éthique. Le problème éthique, c'est que la Turquie est un pays plus peuplé que l'ensemble ou la plupart des pays membres de l'Union européenne. Je crois qu'entre la Turquie et l'Allemagne, c'est un petit peu kiff-kiff bourricot. Je crois que l'Allemagne, c'est 75 millions d'habitants, et je crois que la Turquie fait à peu près, peut-être, je ne sais plus, 80 ou 73 millions. Enfin, c'est kiff-kiff bourricot. Imaginez demain si vous intégrez, si vous faites une intégration de la Turquie dans l'Union européenne.
qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les européistes comptables vont être contents parce qu'ils vont gagner des millions d'habitants dans l'Union européenne, donc ça va permettre de mieux diluer, en effet, les dettes. Faire un apport d'un pays économiquement plutôt viable, on va dire. Sauf que le problème, c'est qu'au niveau de l'équité culturelle, au niveau du Parlement européen, ça va faire que la Turquie va se retrouver avec un nombre de sièges non négligeable, et de fait que la Turquie, certes, un pays musulman plutôt modéré, laïque, si on peut considérer, mais ça reste quand même un pays musulman avec certaines valeurs, certains principes qui vont complètement à l'encontre de certaines valeurs et certains principes de certains pays de l'Union européenne, et plus particulièrement la France. Donc, s'il y a un intérêt économique d'un côté, il va y avoir un problème culturel de l'autre. Je rappelle, en France, nous avons quelques centaines de milliers de Turcs sur notre territoire, légal ou français, et que, nous le savons, il y a quelques tensions entre les Turcs et les autres communautés musulmanes, et plus particulièrement la communauté musulmane issue du Maghreb, algérienne. Donc déjà, on est en face d'un quelque chose d'assez particulier. Je ne parle même pas des Kurdes, vous comprenez pourquoi. Le fait est, c'est que si la théorie du grand remplacement de Renaud Camus peut se défendre en théorie, sur un risque, ce risque est-il réel dans la mesure où, dans la proportion de musulmans concernés, combien sont-ils à assimiler, intégrer les valeurs de la société française, et de ce fait, de par leur nationalité française, mais de leurs origines musulmanes, ça ne pose aucun problème? Ou alors, est-ce que, dans cette proportion de balance ou de bascule qu'il va y avoir à terme, est-ce qu'il n'y aura pas une majorité de musulmans qui vont vouloir modifier, changer la République, ou les lois de la République, pour s'adapter finalement à la proportion, à la représentation dans la population française des musulmans? Pire, et c'est déjà le problème aujourd'hui, une minorité de radicaux qui sèment la terreur dans l'ensemble de la communauté musulmane, en plus de ça, aidés pour des questions clientélistes, pour des questions électoralistes, par les politiciens, par des associations, par des idéologues, par les mondialistes qui, eux, veulent détruire l'État-nation en mettant le bordel dans les peuples internes à chaque pays membre de l'Union européenne, eh bien permettre à cette minorité d'avoir accès à des outils pour pouvoir, au nom de la moitié de la population française musulmane, changer la République en République islamique. Bien, c'est exactement ce que nous a raconté un certain auteur, M. Michel Houellebecq, dans son livre dont le titre m'échappe, je crois que c'est Soumission, paru en 2015, où il extrapole une fiction où la France, de par justement cette proportion de musulmans, alors attention, musulmans de tout horizon, aussi bien des musulmans issus de l'immigration, des musulmans nés en France, des musulmans sur deuxième, troisième, quatrième génération, des musulmans modérés comme des musulmans radicaux, etc. Le fait de cette proportion, eh bien, légitime à un moment donné la transformation de la République française en République islamique. Et le fait sur lequel se repose le grand remplacement, c'est sur le fait que nous avons affaire à un remplacement théorique avec une culture qui est différentielle de la culture européenne, de la culture française. Et donc, de ce fait, eh bien évidemment, dans ce type de scénario, alors attention, je dis que c'est un scénario, ça ne veut pas dire que ça va se passer, mais force est de constater que si on fait de la statistique sur les 50 ou 100 dernières années, force est de constater qu'il y a quand même une évolution qui n'est pas à prendre à la légère, de ne pas considérer.
Et de fait, en effet, comme je vous l'ai dit au début, sur l'exemple des pays d'Amérique latine, quand vous avez des populations qui, à un moment donné, s'installent dans un autre pays, c'est-à-dire amènent dans une culture autochtone leur culture à eux, mais qu'il y a plus ou moins des similitudes parce qu'il y a plus ou moins des origines identiques. C'est ce qui s'est passé avec les différentes vagues d'immigration en France, venues de Pologne, venues de Hongrie, de Bulgarie, de Roumanie, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, parce que ce sont des cultures d'origine soit germanique ou latine ou anglo-saxonne. Donc, il y a en effet des spécificités culturelles, mais ces spécificités culturelles n'engagent en rien ou ne remettent en question en rien le principe et les principes fondamentaux de la société dans laquelle ces étrangers sont venus s'installer en France. Ce qui n'est peut-être pas le cas lorsque vous avez des cultures diamétralement différentes, avec des concepts différents, des traditions différentes et des mœurs différentes. Et force est de constater que lorsque Camus raconte sa théorie du grand remplacement, même si encore une fois de plus elle est muée, imaginée, inspirée de certains milieux, de certaines idéologies plutôt d'extrême droite, plutôt nationalistes, et d'ailleurs, dois-je rappeler que sur le principe du grand remplacement, il y a quand même un monsieur, il y a très longtemps, qui a écrit un bouquin concernant l'invasivité, l'aspect invasif d'une culture en particulier. Ce monsieur, évidemment, c'est Adolf Hitler avec son livre Mein Kampf et montrant du doigt, évidemment, le peuple juif. Eh bien, forcément que là, vous avez un tableau qui sert, évidemment, idéologiquement, l'intérêt de mettre ou d'étiqueter le grand remplacement comme quelque chose de nauséabond, comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de raciste, de xénophobe, etc. Même si en effet, sur le principe, en certains détails, en certains points, il y a des notions qui peuvent être transmissibles, traduisibles, expressifs d'une sorte de racisme. Mais ça ne retire en rien, si la forme est en effet applicable à une idée d'extrême droite, raciste et xénophobe, le fond, par contre, lui, mérite débat. Or, évidemment, la bien-pensance, ceux qui détiennent aujourd'hui les leviers des pouvoirs, les mondialistes, ne veulent pas que les gens puissent prendre conscience éventuellement d'un problème. Je dis bien d'un problème qui puisse éventuellement se poser le jour où nous aurions à constater qu'il y a une sorte d'équilibre qui se forge entre deux populations d'origine différentes au sein d'un même pays. Si une partie de la population a une légitimité parce qu'elle est autochtone, parce qu'elle est nationale, parce qu'elle est d'origine et représentative et, je dirais, détentrice d'un héritage culturel intrinsèque à la terre, intrinsèque à la nation, intrinsèque au pays, intrinsèque à l'histoire de ce pays, eh bien il n'est pas dit que l'étranger qui vient s'installer, l'étranger qui vient se développer, qui vient procréer dans ce pays, à un moment ou à un autre, va bénéficier de son nombre pour justifier, légitimer de changer, modifier, imposer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de codes. L'histoire de l'humanité est remplie de tas d'exemples sur lesquels la situation ou le contexte ou les faits se sont plus ou moins bien passés parce qu'il y a eu des compromis, il y a eu, comme je vous l'ai dit avec la Grande-Bretagne, il y a eu un métissage, comme il y a des fois où ça s'est très mal terminé, où dans les extrêmes, le vainqueur a littéralement fait un génocide, a littéralement fait un massacre sur une population. Donc voilà pour cette vidéo. Bien évidemment, le sujet est très vaste. J'essaie de synthétiser les choses pour bien comprendre ce que représente le grand remplacement idéologiquement parlant. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, eh bien, que puis-je vous dire de bien vous porter.